Salut la team! Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va ce soir? Ce soir pour vous, ce matin pour moi, genre. Ça vous va, on parle des fachos? Ça vous va, on parle du fascisme à l'international? Parce que je sais pas si vous êtes au courant. Là, ça y est, le fun va commencer pour les camarades US. Trump a, entre parenthèses, quasi tous les pouvoirs. Donc en fait, c'est terrifiant. On regarde le truc sur Donald Trump et ensuite on va aller sur un extrême et on va se faire une petite, on va peut-être faire une petite mise à jour, on va se faire une petite mind map de les différentes nuances d'extrême droite. Voilà. Que vous compreniez bien, c'est quoi les différences entre toutes les différentes saveurs de l'extrême droite. Moi, ça me paraît important de comprendre que c'est pas la même extrême droite que celle qu'on a chez nous. Genre, il y a des nuances qui sont importantes à comprendre et il va y avoir des influences de l'extrême droite américaine sur l'extrême droite française, y compris en fait au sein de l'extrême droite, où l'extrême droite va probablement se mettre un peu à muter. Mais vu qu'il y a quand même la première puissance occidentale qui devient littéralement fasciste, ça donne un peu du clout à toutes les autres dérives fascistes en fait occidentales et même en fait dans le reste du monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certes le fascisme monte partout dans le monde, mais c'est pas exactement le même fascisme qui monte partout. Et c'est important. C'est parti ? En avoir. Évidemment, Donald Trump a déjà été élu en 2016, mais son arrivée au pouvoir cette fois-ci est complètement par contre, différente et il dispose du Hugo Décrypte en x1, c'est pas possible. plus grand que jamais. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi, mais on va aussi voir ce qui pourrait le menacer, y compris au sein de... Et il y a vraiment un monde dans lequel Trump, c'est le Hitler de ce siècle. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. Politique fiction, quoi. Mais moi, j'ai du mal à imaginer que dans les 10 prochaines années, ça parte pas en guerre civile les États-Unis. Je vais pas vous mentir. Ouais, Netanyahou, c'est vrai qu'il est déjà... Netanyahou, c'est déjà un très bon candidat au poste de Hitler de ce siècle, c'est tout à fait juste. Mais il y a un monde dans lequel Trump arrive à faire pire. À la minute où il y a une guerre civile aux États-Unis, l'ordre international change. Parce que, a priori, genre, l'autre empire derrière qui va prendre le relais en tant que truc majoritaire, ça reste la Chine, et vous n'avez pas envie que ce soit la Chine. Hein. S'il y a bien un truc pire que les États-Unis, c'est la Chine. Puissance économique qui va monter après la Chine, a priori, enfin, genre, quasi tous les experts internationaux sont d'accord avec ça. C'est l'Inde. Politiquement parlant, l'Inde, vous voulez pas non plus que ce soit eux qui est le top 1. Hein. Enfin, de toute façon, moi je suis pour un ordre international dans lequel il y a pas un mec qui domine tous les autres. Hein, de base, c'est bon, c'est pas une cour de récréation en fait. C'est les putains de pays du monde. Pas normal qu'il y ait un enfant qui bully tous les autres comme ça en faisant non mais dis-moi qui ai mon droit de veto, non. C'est pas normal. Faudrait juste sortir de l'impérialisme. Mais par contre, les solutions pour sortir de l'impérialisme, les gens. Ouais, j'ai pas envie d'être fiché S. Écoutez. Je ne vous apprends rien, Donald Trump à la Maison Blanche, ce n'est pas la première fois. À l'époque, Donald Trump a le soutien des deux chambres du Congrès. En effet, le Parti républicain, donc son parti, a d'abord la majorité des sièges de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, mais aux États-Unis. Et il a aussi une légère majorité au Sénat. Aux États-Unis, lorsque le même parti contrôle la présidence, la Chambre des représentants et le Sénat, on parle d'un trifecta. En théorie, cette trifecta en 2016, ça lui donne une liberté importante pour faire adopter les mesures qu'il souhaite. Mais dans les faits, cette liberté du président américain, elle ne va pas durer extrêmement longtemps. D'abord parce que son propre parti va se diviser sur certaines mesures phares portées par Donald Trump, mais aussi parce que à partir de 2019, lors des élections de mi-mandat, eh bien la Chambre des représentants va basculer du côté démocrate, donc du côté de Joe Biden, ce qui rend plus difficile, par exemple, son projet de mur le long de la frontière avec le Mexique. Et cette année, je le disais, Donald Trump débarque dans une configuration qui est très différente. En effet, il est de retour cette année avec une préparation renforcée, avec moins de divisions au sein du Parti républicain, avec aussi un parlement entièrement à majorité républicaine, même si elle reste courte, on verra ça après, mais aussi, et là c'est nouveau, une Cour suprême plus que jamais de son côté. La Cour suprême, c'est donc la plus haute juridiction aux États-Unis, elle est composée de 9 juges qui sont nommés à vie par le président, avec l'approbation du Sénat, et le rôle de la Cour suprême, c'est de rendre des décisions sur des affaires importantes, comme l'avortement ou encore la peine de mort par exemple. En 2017, lorsque Donald Trump est officiellement arrivé au pouvoir après sa victoire fin 2016, la Cour suprême avait déjà une légère majorité conservatrice, donc une majorité du camp du Parti républicain avec 5 juges conservateurs et 4 juges libéraux. Et pendant son premier mandat, 2 juges sont décédés et un autre a pris sa retraite, ce qui a permis au président Donald Trump de nommer 3 nouveaux juges et de renforcer ainsi cette majorité conservatrice. Autrement dit, cette décision en 2022 a annulé la protection du droit à l'avortement à l'échelle non mais le système politique des US, c'est une des plus grandes blagues de l'histoire de la démocratie. Hein. Du pays. Aujourd'hui, alors que Donald Trump entame son deuxième mandat, il arrive donc avec une Cour suprême dominée par les conservateurs, 6 juges sur les 9. Et c'est d'ailleurs cette même Cour suprême qui, en juillet dernier, a décidé de repousser au-delà de l'élection présidentielle un éventuel procès contre Donald
Trump pour son rôle dans l'invasion du Capitole en janvier 2021. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. Bref, Donald Trump a donc une majorité d'abord au Congrès, en tout cas jusqu'aux prochaines élections de mi-mandat qui auront lieu en 2026. Il a aussi une Cour suprême acquise à sa cause, mais ce n'est pas tout, et c'est là que ça devient réellement inédit. Pour verrouiller au maximum le pouvoir, Donald Trump, depuis sa victoire en novembre... Après là j'ai quand même l'impression qu'il est en train de nous expliquer que ce mec est en train d'avoir les pleins pouvoirs et qu'il est plus ou moins un dictateur élu. Donc je crois que ça reste pire qu'en France, mais c'est vrai qu'en France on n'est pas si loin que ça quoi. En 2024 a aussi multiplié les préparations de nomination et constitué un réseau de fidèles plus étendu que jamais. Alors on va parler de la question du FBI, notamment dans un instant, car la situation sur ce sujet est très intéressante à observer, mais commençons par son gouvernement. Alors en soi, c'est évidemment absolument normal pour un président américain de nommer un gouvernement en qui il peut avoir confiance, mais ici, certaines nominations illustrent une recherche de la loyauté à tout prix en quelque sorte, plus qu'une éventuelle expertise sur tel ou tel sujet. À titre d'exemple, la potentielle présence de Robert Kennedy Jr., le neveu du président John F. Kennedy, assassiné en 1963, fait débat. En effet, il devrait être nommé ministre de la Santé du gouvernement. C'est vraiment un zombie, hein. Genre ça se voit qu'il est mort là-dedans. Il y a des forces occultes qui font bouger son corps, hein. J'ai aucun doute là-dessus. De Donald Trump, et même si c'est un avocat spécialisé sur les questions de droit... Regardez ça, regardez ça. Ça, c'est un mec à ses premières animations sur Blender, et du coup ça se voit que c'est pas tout à fait juste. Environnement, il n'a aucune expertise scientifique dédiée au sujet de santé. Et par ailleurs, de nombreuses déclarations de sa part ont fait polémique. Ses propos par exemple... Il a jamais le même visage d'une photo à l'autre. Exemple très hostile envers les vaccins, mais aussi lorsqu'il avait affirmé que le VIH n'était pas le virus responsable du sida, à rebond donc... Et non, il ne représente pas tous les blancs, hein, attention. De tous les travaux scientifiques. Lui, c'est genre plus un genre de reptilien, je pense, hein, d'ailleurs. Moi, je le mets pas vraiment dans ma team. Hein. Autre exemple que l'on peut citer, Linda McMahon, l'ancienne vice-patronne de la WWE. Ça, pareil, c'est full reptilien, je pense. La plus grande fédération de catch au monde. C'est aussi un soutien financier de Donald Trump depuis de nombreuses années. Alors certes, elle avait occupé un poste dans sa première administration en tant que ministre chargé des petites entreprises, mais cette fois-ci, elle va prendre le poste de secrétaire d'État à l'éducation, un poste donc extrêmement important, sans qu'elle ait forcément de compétences particulières sur ce sujet. Autre ami loyal qui va être nommé, le promoteur immobilier Steve Witkoff, son partenaire de golf par ailleurs, qui a été nommé émissaire spécial des États-Unis pour le Non mais j'avoue que c'est méga badant. Mais l'autre jour, en fait, ça me faisait rire parce que genre, je regardais un stream à Moufette il y a quelques temps, et elle parlait justement du fait de trouver une caricature de blanc. En mode, ah, ce serait marrant que les caricaturistes, ils puissent avoir une caricature typique de blanc. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de caricatures typiques hyper racistes, de plein de trucs, tu vois. Et il faudrait une caricature efficace de blanc. Oui, c'est Donald Trump. Et oui, si tu veux prendre une caricature de blanche, c'est Thatcher. Et voilà, c'est bon, t'as tes caricatures de blanc. C'est fait, en fait, c'est réglé. En fait, le problème, c'est que juste nous, nos caricatures, elles sont vraiment au pouvoir, genre. C'est ça qui fait bader de fou. Genre, si on regarde les caricatures de blanches les plus précises de ce pays, c'est quand même Sarkozy et François Hollande. Ça fait bader un peu quand il réfléchit 5 minutes. Il y en a un, c'est littéralement une espèce de capitaliste qui a les dents qui raillent le parquet, qui est petit, trapu, qui fait peur, on dirait Gollum, avec des chaînes en or et tout. Et l'autre, c'est une espèce de vieux tonton sympa qui en fait t'exploite la gueule et en fait est un espèce d'escroc. Alors qu'il n'a aucune expérience particulière en matière de diplomatie ou d'expertise particulière sur le sujet du Moyen-Orient. On peut aussi citer Massad Boulos et Charles Kushner, qui sont les pères des deux gendres de Donald Trump, et que Donald Trump veut nommer respectivement conseiller pour le Moyen-Orient et ambassadeur des États-Unis en France. Alors pour nuancer tout de même, certains estiment que ce manque d'expérience en matière de diplomatie pourrait être dans certains cas bénéfique. Par exemple, cette semaine, plusieurs... Enfin, moi je trouve que nous, on a quand même élu un président qui manque pas mal d'expérience en termes de diplomatie. Hein. Si on parle vraiment de diplomatie internationale, on a vraiment très peu de leçons à donner pour le coup, même aux États-Unis en fait. Hein. Quand tu regardes les dingueries qu'a fait Macron depuis ses 2 mandats, genre c'est une folie en fait à quel point le mec s'amuse à déstabiliser des situations internationales pour avoir du clout dans son propre pays. Enfin, plein d'acteurs internationaux sont en mode c'est quand même un énorme trou de balle Macron quoi. Genre je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que tous les médias sont trop occupés à essayer de garder le plus longtemps possible les deux testicules à Macron comme ça dans leur gorge pour essayer de battre leur record. Du coup ça fait qu'on s'en rend pas bien compte, mais en fait c'est quand même une folie. Hein. Il est pas bon en diplomatie internationale Macron, mais alors pas du tout, quoi. Les médias israéliens, de tous bords politiques d'ailleurs, comme Times of Israel ou encore Haaretz, ont rapporté que Steve Witkoff, par son approche peut-être moins conventionnelle en matière de diplomatie, avait réussi à faire avancer grandement les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Mais pour éviter toute résistance à ces politiques, Donald Trump s'est aussi dit prêt à licencier des fonctionnaires en poste, par exemple le directeur du FBI. Généralement, approche pas orthodoxe, ça veut dire faire des menaces de fou furieux au pays en question.
Genre de dire si ça s'arrange pas, j'envoie l'arme nucléaire, ce genre de truc. C'est souvent ça quand il parle de trucs pas orthodoxes. Hein. Et souvent d'ailleurs la diplomatie à la Trump, c'est un peu ça. Hein. Genre si vous regardez comment il a fait de la diplomatie avec la Corée du Nord, c'est à peu près exactement ce qui s'est passé. Et Christopher Wray, dont le mandat devait s'achever en 2027. Il avait été nommé par Donald Trump en 2017 pour une durée de 10 ans. Sauf que, eh bien, les relations entre les deux se sont progressivement dégradées ces dernières années. Et en fait, plus précisément, le FBI est devenu la cible de nombreuses critiques de la part de Donald Trump, notamment depuis Mais en fait, c'est parce qu'il avait besoin des complotistes aussi. Genre, il pouvait pas être trop du côté du FBI en fait. Sur l'assaut contre le Capitole en 2021 et suite à la perquisition du domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride en 2022, le FBI avait alors saisi des documents top secrets qui n'avaient pas leur place ici. Alors début décembre, Donald Trump a annoncé vouloir le remplacer par un autre proche ou un nouveau proche en quelque sorte, j'ai nommé Kash Patel. Oui, alors que le vrai truc terrifiant c'est la CIA, je suis d'accord. Conseiller à la sécurité nationale. Et suite à cela, l'actuel patron du FBI a préféré annoncer sa démission lui-même. Alors Kash Patel qui est-ce? Eh bien c'est un fervent défenseur de Donald Trump, il a largement défendu les Américains qui ont participé à l'assaut du Capitole suite à l'élection de 2020. Il a aussi suggéré que Joe Biden avait triché pour accéder au pouvoir. Il a d'ailleurs organisé des collectes de fonds pour la défense des émeutiers qui ont été condamnés donc dans le cadre de cet assaut du Capitole qui visait à contester les résultats de l'élection et la victoire. Trump s'attaque au FBI, il va manquer de sécu intérieure et avec un pays perfusé au Luigi Mangione, je sais pas si c'est une bonne idée pour lui de s'enlever de la sécurité intérieure en ce moment, hein, en particulier. De Joe Biden, Kash Patel a aussi sorti un livre pour enfants et attention, ce livre pour enfants s'intitule Le complot contre le roi, un livre dans lequel eh bien la CIA c'est Glucksmann, mais c'est qui le FBI? Mais je crois que le bail de Glucksmann CIA, c'est un peu vrai. Je crois que son père a vraiment collaboré avec la CIA et que c'est devenu, que c'est sorti en fait maintenant dans les trucs publics et tout. Ça a été déclassifié. Moi déjà de base, vous savez c'est qui la meuf à Glucksmann? Non mais attendez, ici il sort avec... c'est pas lui qui sort avec... Oui c'est ça, ils sont en couple Léa Salamé et Raphaël Glucksmann. En fait, CIA ou pas CIA, juste le mec sort avec Léa Salamé, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y a besoin de plus que ça? Pour genre déjà se méfier de lui et ne pas lui faire confiance et littéralement il baise avec elle. Il couche avec la Macronie, quoi. Enfin, mais c'est pas une théorie du complot, c'est sa meuf. Patel met en scène une certaine Hillary Clinton qui tenterait eh bien, de destituer le roi Donald. Évidemment, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé. Voilà, la propagande pour les enfants, elle est un peu abusée, genre. Sauf fortuite. Plus récemment, dans un autre livre, Les gangsters du gouvernement, publié en 2023, Kash Patel critique largement le FBI donc où il pourrait finir dans les prochains jours. Il a d'ailleurs promis de purger le FBI de tout agent qui ne serait pas loyal envers Donald Trump. Un parlement acquis à sa cause, une cour suprême qui est prête à le défendre, des nominations donc qui se multiplient de personnes extrêmement loyales. Mais ce n'est pas tout, car Donald Trump pourrait être aussi tenté de changer un certain nombre de choses propres à la démocratie américaine. Le projet 2025, c'est un programme politique 100 pages qui a été élaboré par un groupe de réflexion ultra conservateur et extrêmement influent. Ce groupe, c'est l'Heritage Foundation. Et donc avec ce document... Oh putain, elle a le pire nom de l'histoire des fondations. Un petit peu avant la campagne présidentielle, l'Heritage Foundation a proposé une sorte de feuille de route pour... Alors moi je l'ai appelé Augmentation des inégalités Foundation, ma fondation humaniste, oui tout à fait. Une future administration de Donald Trump, parmi les propositions clés que l'on y retrouve, qui de limiter l'accès à la pilule abortive, empêcher les femmes qui veulent avorter et qui vivent dans un état où l'avortement est interdit d'aller chercher de l'aide ailleurs, ou encore expulser des millions de migrants. Le projet 2025 envisage aussi de mettre fin d'une certaine façon au ministère de l'Éducation nationale et donc à l'école publique. Une école publique jugée, je cite, trop woke par la fondation. Mais le projet 2025... Attendez, ils veulent mettre fin à l'école publique, genre? prévoit aussi de réduire le financement des médias publics, par exemple de Voice of America, qui pourrait aussi être placé sous un contrôle plus direct du gouvernement américain, ce qui pourrait forcément limiter leur indépendance. Mais en dehors de ces mesures, le projet 2025 propose d'aller encore plus loin en donnant davantage de pouvoir au président des États-Unis. La fondation propose notamment une réforme radicale du statut des fonctionnaires fédéraux aux États-Unis. En fait, aujourd'hui, certains d'entre eux bénéficient d'une protection importante contre les licenciements arbitraires, ce qui a pour objectif en fait de garantir une forme de neutralité et de continuité de l'administration, quel que soit donc le président qui serait élu. Cette stabilité, elle a pour objectif affiché de permettre aux agences fédérales de fonctionner sur la base d'expertise technique et scientifique plutôt que sur des intérêts partisans qui peuvent changer donc d'un camp à un autre, avec donc un président démocrate puis un président républicain, etc. Mais donc la réforme qui est évoquée dans le projet 2025, c'est une réforme qui viserait à faciliter leur licenciement et leur remplacement par des personnes qui seraient alignées sur l'agenda politique du président. D'une certaine façon donc, c'est une mesure qui vise à octroyer au président une plus grande autorité sur les agences fédérales et d'éviter d'être publiquement contredit par des fonctionnaires, comme ça avait pu être le cas lors de son premier mandat, notamment pendant la crise du Covid-19. I can tell you, I take no pleasure at all in being in a situation of contradicting the president. Et au passage, si vous suivez nos actus du jour, vous en avez sûrement déjà entendu parler, Donald Trump souhaite aussi supprimer un certain nombre d'agences fédérales qui travaillent sur certains sujets, par exemple sur les sujets environnementaux. Cette suppression a aussi pour conséquence de limiter le contre-pouvoir potentiel qu'il pouvait exercer. Mais l'autre mesure fortement décriée du projet 2025, c'est le fait de placer potentiellement directement sous l'autorité du président le ministère de la Justice.
Non mais TKT, leur démocratie fonctionne mieux que la nôtre. Justice américain. Sans rentrer dans les détails, la justice serait donc forcément beaucoup moins indépendante et ça constituerait évidemment un bouleversement des institutions aux États-Unis. Ce changement Le mec il a juste pu supprimer tous les contre-pouvoirs d'un coup. pourrait permettre de faciliter la poursuite d'ennemis politiques, mais aussi de suspendre des enquêtes judiciaires qui pourraient être en cours contre lui ou alors contre ses alliés, contournant ainsi des processus judiciaires indépendants. Alors évidemment, là, la question centrale, c'est est-ce que Donald Trump souhaite appliquer le programme et le projet 2025 ? Eh bien, lors de sa campagne, Donald Trump a publiquement pris ses distances avec son... On a retenu à l'intérieur, donc bon, oui, je suis d'accord. Je veux dire, dans les faits, nous, on a quand même pas... Enfin, genre, le système politique américain, les gens, quand même, il les a... Pour moi, il ne pouvait que dégénérer dans... Il est en train de dégénérer actuellement parce qu'il n'y a pas de troisième voie possible. Je veux dire, le système américain, ça a toujours été... Tu as le choix entre la droite ou l'extrême droite. Et il n'y a pas d'autre possibilité d'un autre parti. Ne serait-ce que de façon purement institutionnelle. Genre, c'est-à-dire que même s'il y avait une volonté populaire de ça, ça ne pourrait pas monter, ça ne pourrait pas exister. Enfin, rien que ça en fait une démocratie de dégène de base, en fait. Ça en fait une démocratie complètement niquée de l'intérieur dès le début qui pouvait que dégénérer dans le fascisme. Enfin, je vois pas d'autres, trajectoire possible dans un système où en fait, t'as le choix entre la droite et l'extrême droite. Du coup, en fait, à chaque fois que l'extrême droite est au pouvoir, ça va toujours plus tirer le truc comme ça vers le fascisme. Au bout d'un moment, oui, ça tombe dedans. Enfin, c'est logique. Le système américain était bâti par des colons européens, si on y réfléchit, donc même merde. Donc ouais, je suis d'accord un peu, mais en même temps, les Américains, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Parce que genre, il y a des trucs vraiment différents, genre leur rapport avec les armes à feu et tout, c'est vraiment un truc à la base qui est justement lié à leur positionnement en tant que colons qui avaient besoin de s'auto-défendre de façon cringe en pouvant tirer sur les Indiens, genre. Les Américains ne sont pas de gauche, faut se faire une raison. Mais il y a des penseurs marxistes hyper intéressants aux États-Unis par contre. Hein. Bon, par contre, c'est comme les poissons volants, hein, ça ne représente pas la majorité du genre. Projet expliquant qu'il n'avait rien à voir avec l'élaboration de ce document. On peut néanmoins noter qu'en avril 2022, Donald Trump avait prononcé un discours lors de la conférence annuelle de cette fondation, un discours au cours duquel il avait rendu hommage au travail, je cite, incroyable de la fondation. I would like to thank the entire group, and I think tremendous things are going to be coming out of Heritage. Bon, et puis surtout, il y a des dizaines de conseillers et de hauts responsables qui ont travaillé pour Trump pendant son premier mandat, qui ont été plus ou moins impliqués dans le projet 2025. D'ailleurs, pour sa nouvelle administration, et avec les noms qui sont déjà sortis, on sait que Donald Trump a nommé une dizaine de personnes qui ont contribué au projet 2025 et qui vont occuper donc des postes dans son administration. On peut citer par exemple Russell Vought, qui a été nommé au budget, ou encore Brendan Carr, qui a été nommé à la tête du régulateur américain des télécoms. Bon, vous l'avez compris ici, la crainte qui est soulignée, c'est le risque d'une dérive très autoritaire du pouvoir. D'ailleurs, on peut noter que lors de la campagne présidentielle américaine, la candidate démocrate Kamala Harris avait décidé de qualifier Donald Trump de fasciste et elle avait décidé d'axer une bonne partie de sa campagne et de ses discours sur ce sujet. Alors, quels sont les contre-pouvoirs qui existent tout de même aujourd'hui ? Alors, vous allez le voir, il y en a et ils sont intéressants à noter, mais on va voir qu'il y a aussi pas seulement des contre-pouvoirs, mais des perturbations potentielles au sein de son camp qui pourraient surgir dans les prochaines années. Bon, déjà, ça paraît évident, Donald Trump va devoir faire Après, face... c'est vrai que je me moque beaucoup des États-Unis, mais nous, notre démocratie, c'est quand même plus ou moins un dictateur qui l'a mis en place. Et il a plus ou moins retapé dedans quand il a eu besoin de reprendre le pouvoir. Enfin, c'est quand même un peu un enfer. Hein. Ça reste quand même un peu un enfer, hein, la France, qu'on se mette bien d'accord. Hein. À une opposition démocrate qui pourrait notamment peser au Sénat. En effet, même si les républicains ont une majorité au Sénat, ils ne disposent que de 53 sénateurs. Le truc, et je rentrerai pas dans le détail du fonctionnement du Sénat aux États-Unis, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certains textes requièrent l'aval d'au moins 60 sénateurs. En fait, c'est trop marrant quand même les dictateurs qui sont en mode genre oh mais on n'est pas si différents que ça des États-Unis, tu vois, qui sont un peu honnêtes sur ça. Pour passer. Et donc, si les démocrates enclenchent certaines procédures, eh bien, les républicains auront aussi besoin des démocrates pour adopter certaines mesures. Par ailleurs, puisqu'on parlait de la question des nominations à l'instant, il faut noter que les nominations des hauts fonctionnaires et des directeurs d'agences fédérales importantes, elles sont soumises à la confirmation du Sénat. Et donc, on l'a dit, hein, même si Trump dispose d'une majorité au Sénat qui devrait donc a priori lui permettre de valider la majorité des nominations, eh bien, certaines demeurent un petit peu plus compliquées. D'ailleurs, très peu de temps après sa victoire à l'élection présidentielle, Donald Trump avait annoncé vouloir nommer Matt Gaetz au poste de ministre de la Justice. Le truc, c'est que cette annonce avait fait fortement réagir, puisque cet élu de Floride, il fait l'objet d'une enquête de la commission d'éthique de la Chambre des représentants pour infractions sexuelles et détournement de fonds de campagne. Et d'ailleurs, quelques jours plus tard, Matt Gaetz a finalement annoncé renoncer à ce poste, sentant que sa nomination ne serait pas confirmée par le Sénat, même avec une majorité républicaine. Alors Donald Trump a émis le souhait d'essayer de contourner cette approbation par le Sénat, mais dans les faits, je rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui est assez peu probable aujourd'hui. Bon, mais je le disais, le mandat de Donald Trump, il pourrait être aussi perturbé par certaines nominations, et notamment celle d'Elon Musk, le patron de X, Tesla ou encore SpaceX. Elon Musk qui a donc été désigné pour diriger le nouveau département d'État à l'efficacité gouvernementale. Elon Musk, c'est donc l'homme le plus riche de l'histoire moderne, avec une fortune estimée à plus de 400 milliards de dollars, mais il est aussi devenu le plus grand donateur de l'histoire politique récente, en versant plus de 70 millions de dollars pour financer la campagne de Trump en 2024. The future is gonna be amazing!
Mais disons les choses, sa nomination au sein de l'administration Trump fait pas mal réagir. En effet, son rôle, qui vise notamment à réaliser de très importantes coupes budgétaires dans la dépense publique américaine, pose la question d'éventuels conflits d'intérêts. En entrant dans l'administration et dans le gouvernement, Elon Musk pourrait influencer des régulations ou accéder à des informations sensibles dans l'objectif de favoriser ces entreprises, SpaceX et Tesla, qui ont déjà des contrats avec le gouvernement américain, et dans l'objectif éventuellement aussi de mettre en difficulté ses opposants. Et ça me paraît important à noter puisque très clairement aujourd'hui il y a une alliance entre les deux, mais il faudra voir comment tout cela va évoluer dans les prochains jours. Et on a pu observer déjà ces dernières semaines qu'au sein du parti républicain, il y a une inquiétude croissante sur le rôle que peut jouer Elon Musk et l'influence grandissante, voire très grandissante d'Elon Musk. Et ça c'est un peu intéressant parce que justement quand on va refaire toutes les différentes nuances d'extrême droite, on va voir un peu qu'il y a dans l'extrême droite les libertariens. Et ça c'est un truc que nous on n'a pas trop en France. Et du coup c'est pour ça que je pense que c'est aussi... c'est pour ça que je vous dis c'est intéressant de regarder c'est quoi les différentes nuances de ce truc là quoi. Par rapport au président américain. Bon, et dernier point, pour revenir à cette question de l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs potentiels, il faut rappeler que les États-Unis ils fonctionnent sur la base d'un système fédéral, ce qui garantit donc une certaine autonomie des États dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des droits civiques. Et donc on peut imaginer par exemple certains États démocrates, mais aussi éventuellement certains États républicains, s'opposer, s'ils le souhaitent, à des mesures de Donald Trump. Ok. Bah du coup c'est la merde, hein, Donald Trump, c'est vraiment parti. Ça va vraiment partir en dictature, hein. J'ai l'impression quand même. Après, si ça se trouve, ça va rester... Je pense qu'il y a quand même vraiment un monde dans lequel ça reste une dictature élective. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un monde dans lequel les USA proposent une forme hybride de dictature dans lequel les gens continuent à voter pour leur dictateur tous les 5 ans, en fait. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Soit ça, soit la guerre civile. En fait, je vois pas trop d'autres trajectoires pour que les États-Unis se défascisent. Ah, c'est vrai qu'après, un jour, il a dit Élise et moi, vous n'aurez plus jamais besoin de voter. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça, ce fou furieux. Après, peut-être juste parce qu'il compte mourir pendant son mandat. Oui, donc du coup, ça vous dit, on étudie un peu l'extrême droite et tout, là? C'est juste ça qu'il y a plein de gens, ils sont convaincus de connaître très très bien c'est quoi toutes ces différentes nuances, mais en vérité, c'est pas si évident. Hein. Moi, j'ai besoin de me mettre à jour régulièrement parce qu'il y a des infos qui se mélangent, des trucs qui sautent dans ma tête. Et là, je vous propose justement de faire une mind map aujourd'hui. Je vous propose d'étudier un peu c'est quoi leurs différents logos, de voir un peu c'est quoi leurs différentes idéologies, d'essayer de décortiquer un peu ça. Et en même temps, il va sûrement en manquer. C'est-à-dire qu'il va sûrement nous manquer des nuances dans ce qu'on va voir là. Et il y a notamment moi, des nuances que j'aimerais bien rajouter. Genre par exemple l'écofascisme. Je suis pas sûr que l'écofascisme, ils aient des logos et ils aient des... Parce que c'est plus un truc de groupuscules violents, etc. Donc peut-être qu'il faudra quand même qu'on fasse des mises à jour et qu'on rajoute, etc. Mais moi, je pense que je commence de plus en plus à avoir besoin d'avoir une mind map de l'extrême droite dans un truc un peu clair. On va apprendre à faire un peu de détection de lexicographique aujourd'hui, voilà. C'est-à-dire qu'on va construire une mind map de l'extrême droite. Elle ne sera probablement pas complète aujourd'hui. Parce que là, on va s'intéresser, on va s'attaquer à ce sujet-là sous cet angle-là. Mais on va peut-être attaquer le sujet sous un autre angle un autre jour. D'avoir un truc un peu complet à la fin, quoi. Mais moi, là, c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui. On va commencer par les trucs un peu classiques. On va se faire un petit classique. On va commencer par les runes. Ces bonnes vieilles runes. Et on va essayer d'en prendre une qui est importante pour commencer, parce qu'à mon avis, c'est un peu toutes les mêmes, sinon. Et genre, pour moi, la plus caractéristique de toutes les runes, en termes de mec red flag, c'est vraiment celle-ci. Donc alors, petite présentation du Valknut. Je le prononce sûrement très mal. Alors le Valknut, nœud des Oxy, est un symbole issu de la culture nordique et de la mythologie scandinave. Il est composé de 3 triangles entrelacés ou entremêlés, et c'est là que j'ai le seum parce qu'il est très beau ce symbole quand même, je trouve. Ce symbole est une première fois retiré de son contexte historique et réutilisé dans le XXe siècle par le mouvement Volkisch, caractérisé par une idéologie identitaire nationaliste et néo-païenne. Le mouvement Volkisch, c'est vraiment le prélude du mouvement nazi. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre avec un truc hyper important chez les nazis, c'est que c'est pas du tout des intégristes chrétiens. Mais genre pas du tout. Ils viennent pas du tout de cette tradition-là, en fait. Comme ils ont déconstruit complètement ce truc-là de la chrétienté, tout ça, ils s'en foutent. Ils ont construit derrière notre spiritualité, qui du coup est beaucoup plus proche des folklores, on va dire, celtes qui ont été détournés et qui ont été retravaillés pour correspondre à l'idéologie nazie, l'idéologie Volkisch aussi. Les nazis étaient profondément anticléricaux, ce qui n'a pas empêché l'église catholique de collaborer à mort avec les nazis, hein, parce que bon, même s'ils sont anticléricaux, les deux n'aiment pas les juifs, hein, on se met bien d'accord. Donc en fait, il y a quand même eu un moment donné où ils ont quand même pu se retrouver sur un terrain d'entente. Quitte à retracer la guerre, il y a un très bon documentaire sur ça, je sais plus comment il s'appelle. C'est à la suite de l'invasion du Capitole aux États-Unis que ce symbole devient connu par le grand public. En France, ce symbole est utilisé par les QAnon et néo-nazis.
le Valknut fait partie du logo de l'UNIP, Unité des nationalistes identitaires et patriotes, mouvement néo-nazi créé en 2016 et qui n'existe plus. Le 6 juin 2023, 2 policiers à Lille ont été photographiés portant ce tatouage, arborant ce symbole, ce qui pose un véritable problème déontologique. Cela soulève également la question d'une forme de radicalisation lorsque les agents de police adoptent des symboles récurrents de l'extrême droite. Parce que oui, ça c'est vraiment un tatouage de flic. Hein. Pour le coup, c'est un genre de svastika à 3 branches. Oui, bien sûr. Il y a toujours des symboles un peu nobles hein, derrière ce genre de truc. Hein. Genre la svastika, c'est un truc hyper noble à la base. À la fin, c'est juste le racisme quoi dans leur tête. Et ils vont même te parler de grands cycles et tout pour parler de juste en fait dominer ces personnes-là quoi. Alors le soleil noir, truc très important aussi. Hein, le soleil noir, ça c'est vraiment un truc qu'on observe beaucoup. Du coup, qui est associé aux idéologies néo-nazis, nationalistes, racisme xénophobe, ethno-différentialiste et antisémite. Le soleil noir est un symbole nazi créé par les SS. Donc là, on n'est pas sur un symbole de néo-nazi, on est sur un symbole de juste nazi. Il est composé de 3 svastikas enlacés ou de 12 runes. Tout comme le svastika, le spoilo et la roue solaire qui le regroupent ont été employés comme des symboles par les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. La conception ésotérique néo-nazie du soleil noir a été développée dans le cercle autour de Wilhelm Landing, un ancien SS depuis les années 1950. En France, ce symbole est récurrent chez les militants néo-nazis et autres groupes d'extrême droite. Soit en tatouage, soit pour orner leur drapeau et logo, le soleil noir a également été identifié chez les hooligans, les skinheads, ainsi que dans les milieux militaires. C'est intéressant la fin. Du coup là, on a d'autres protagonistes quoi dans notre histoire. Là, on a les hooligans et les milieux militaires. Tiens, celle-ci elle est intéressante parce que plein de gens se la font tatouer sans faire exprès. Odal ou Apalan ou Otolan ou je m'en s'en fous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la rune Opalan, modifiée avec un empalement, fut utilisée en Allemagne par les 7e division SS volontaires de la montagne Pinshaugen et 23e division SS de volontaires néerlandais. Le bureau pour la race et le peuplement. Ouah, le nom du bureau. Non, je vais pas prononcer ce mot-là. Ainsi que inversé par le parti collaborationniste français RNP, Rassemblement National Populaire. Bah oui, le RN. La rune Odal est devenue un des signes les plus courants chez les suprémacistes blancs. Elle fait partie d'une des séries de symboles récupérés par les néo-nazis et militants d'extrême droite qui sont en rupture avec le courant judéo-chrétien. Voilà, c'est ça que je disais, c'est super important ce truc-là. Et qui embrasse l'idéologie volkisch, donc néo-païenne, pour des questions raciales. La rune Odal est identique chez l'extrême droite française à partir des années, est identifiée chez l'extrême droite française à partir des années 60, dans la FAN, Fédération d'Action Nationale Européenne, puis le GRES, Groupement de recherche et études pour la civilisation européenne, qui va repopulariser la culture celtique. Aujourd'hui, depuis les néo-nazis aux hooligans, bad gun, les runes sont utilisées globalement par la fachosphère. À Montpellier, des dizaines de runes étaient écrites à la bombe sur les murs et par terre dans la ville. Quel plaisir! Donc là, on est sur des néo-nazis hooligans, donc en soi, ça va là aussi, hein, ça va avec le soleil noir, hein, cette histoire, je pense. Le lambda est l'insigne du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Un grand coucou à Thaïs Descuffon. Les hoplites spartiates portent l'équipement hoplitique classique, bouclier rond, casque à plumes rouges, cuirasse et knémide. Le lambda est l'insigne du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Le courant identitaire vient directement de l'extrême droite allemande néo-nazie, s'inspirant des courants nationalistes, révolutionnaires puis volkisch. Génération Identitaire vient directement du groupe Unité Radicale, dissous suite à la tentative ratée d'assassinat ayant visé le président Jacques Chirac le 14 juillet 2002. Ses dirigeants théorisaient alors un fascisme européen rassemblant tous les opposants au système pour lesquels les islamistes seraient, entre guillemets, dans certains pays et dans certaines conditions, des alliés contre l'impérialisme américano-sioniste. Le groupe a été dissous en mars 2021. Le Spartiate avec le bouclier est également utilisé par les identitaires anti-vax. Le lambda ou le bouclier Spartiate est toujours utilisé par les groupuscules d'extrême droite, comme l'Institut Iliade ou les nationalistes. Mais alors là, du coup, c'est un peu compliqué, non? Ce qui me questionne par rapport à ce truc-là, c'est que eux, ils sont pas tant racistes, du coup, quoi. Genre, c'est un peu des soraliens mentaux. Eux, ils sont plus en mode... En fait, eux, c'est tellement des néo-nazis qu'ils sont prêts à s'allier avec les musulmans pour combattre les juifs. C'est comme ça dans leur imaginaire. Ils sont quand même bien islamophobes. Ouais, je pense qu'ils sont quand même bien islamophobes. Mais de toute façon, il est islamophobe de fou, hein, Soral. Mais surtout antisémite, non? Pas tant raciste à l'échelle de l'extrême droite, hein. À l'échelle de l'extrême droite. Un mec comme Papacito, il a moins de problèmes d'avoir un copain noir qu'une Marion Maréchal Le Pen. C'est pour ça que je vous parle de nuances d'extrême droite, hein, depuis le début. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Parce que pour le coup, un mec comme Papacito, il est beaucoup plus proche de ce symbole-là que, à proprement parler, du coup, d'une Marion Maréchal Le Pen. Qui est plus... c'est pas la même branche des néo-nazis, quoi. J'ai pas beaucoup vu, moi, celui-là. Ouais, c'est encore un truc de SS.
Ah, c'est un symbole écofasciste aussi. On peut la rajouter. Alors attendez, c'est un symbole qui est utilisé à la fois par du coup des néo-nazis et des écofascistes. Donc, il me fascine un peu les écofascistes, je les trouve vraiment trop bêtes. J'aurais dit que, justement, genre chez Soral, il y a ce truc de... Il n'a pas forcément le même rapport à la virilité que les gens qui sont aujourd'hui complètement islamophobes dans l'extrême droite, où eux, en fait, la vérité, c'est qu'ils ont vraiment une fétichisation des Noirs et des Arabes, où ils voient les Noirs et des Arabes comme des meilleurs hommes qu'eux. Genre, ils voient une masculinité plus aboutie et plus, comment dire, ils voient une masculinité qui les dépasse selon leurs propres critères de masculinité. Et du coup, ça les terrorise. Et c'est pour ça que, genre, dans leurs angoisses fondamentales, chez les Thaïs Descuffon ou chez les Marion Maréchal Mental, c'est la question du métissage. Genre, ça, vraiment, ça les baise dans leur tête. Ça les rend fous, quoi. Parce que, genre, leur peur fondamentale, c'est ça. Ça fait partie de leur racisme, en fait. C'est assez logique parce qu'ils les voient comme des sauvages. Et en même temps, leur construction de la masculinité fait que plus t'es un mec sauvage, plus t'es un mec désirable. Donc, en fait, ça crée une espèce d'ambivalence horrible. Voilà, c'était les runes. Alors, on voit que les runes, c'est quand même très néo-nazi. Genre, on est quand même sur, voilà, c'est l'héritage du mouvement nazi. Ensuite, je vous propose de nous intéresser à... Tout est intéressant là-dedans. Vraiment, tout est intéressant là-dedans. Et je passerai bien aux emojis. Parce que moi, c'est un truc que je connais moins, ça pour le coup. Voilà, les émotes, je connais pas trop. C'est moins mon truc. Donc alors, on a l'émote, évidemment, cochon. Ce symbole est utilisé comme emoji cochon, censé représenter un dog whistle dans la conversation et description de profil des réseaux sociaux. Comme les juifs pratiquants et les musulmans ne mangent pas de porc, après la reconquista espagnole, lorsque les musulmans et les juifs ont été convertis ou expulsés de force, ceux qui sont restés en tant que nouveaux convertis au christianisme étaient souvent tenus de consommer du porc comme preuve d'authenticité et de sincérité envers leur nouvelle religion. Depuis le 2010, le porc est devenu le point de ralliement des groupes organisant des apéros de manière provocante dans les quartiers populaires à prédominance musulmane en France. L'animal est ainsi utilisé comme un symbole assumé d'islamophobie, voire sanglier, et paye le tribut de cette instrumentalisation car les têtes de porc, du sang dans les jambons sont fréquemment utilisées à l'entrée de certaines mosquées, comme le rapporte régulièrement la presse française. Parallèlement, le cochon / sanglier revêt les couleurs nationales, devenant ainsi le symbole de la résistance gauloise. MDR! Genre, les gens qui prétendent être la résistance gauloise alors qu'ils veulent mettre en place un système qui est hyper proche de l'Empire romain, bref. Et utilisé comme un instrument identitaire pour le nationalisme exacerbé. À plusieurs reprises, lorsque les manifestants ou actions menées par l'extrême droite, leurs militants sont apparus par des marques en forme de tête de cochon. Je pense que ça, on peut dire que c'est quasiment un symbole purement nationaliste. Genre ça, c'est vraiment un symbole pour les kékés d'extrême droite qui construisent vraiment leur fascisme sur leur racisme. Et plus précisément sur leur islamophobie. Je pense qu'on peut l'analyser comme ça, ce logo. Ouais, y a pas d'histoire de néo-nazi, de je sais pas quoi. C'est purement un dog whistle de nationaliste, quoi. Alors ouais, ça je l'ai vu passer et je le comprenais pas. Une enseigne de barbier, enseigne de coiffeur ou poteau de barbier-note est un symbole commercial signalant au public la présence d'un salon de coiffure pour hommes, principalement aux États-Unis et dans d'autres pays de culture anglo-saxonne. Dans d'autres cultures médiévales, les barbiers étaient parfois amenés à utiliser leurs instruments à d'autres fins que la coupure des cheveux ou la taille de la barbe. Ils pratiquaient également des saignées, de petites opérations de chirurgie ou des arrachages de dents. Le poteau, généralement pas en bleu, signalant au public de leur établissement, symbolisait le bâton que le patient devait serrer pour rendre les veines saignantes. Les bandages ayant servi à recueillir le sang pouvaient y être exposés, enroulés pour sécher ou attirer l'attention. C'est horrible ce symbole, genre il est dégueulasse. Ah, il est vraiment immonde. À partir de 2019, l'emoji enseigne de barbier est utilisé par des membres de l'extrême droite sur Twitter pour célébrer la mort de jeunes de quartiers racisés. Ce phénomène s'inscrit dans une série d'emojis utilisés par l'extrême droite pour disséminer leur haine et racisme. Selon Numérama, l'emoji enseigne de barbier est détourné pour incarner sur le plan numérique le saint poteau. Quoi? Si sur le réseau social Instagram, l'emoji poteau est toujours l'apanage authentique des maîtres barbiers en 2023, sur X, la situation est différente. Il est investi par une communauté d'extrême droite pour exprimer sa satisfaction à l'annonce du décès de jeunes de quartiers populaires racisés, également à la suite d'une course-poursuite avec un policier ou à un rodéo urbain. Putain, c'est vraiment le symbole pour se moquer de Naël. Le symbole a été initialement choisi en référence au décès d'un jeune survenu après l'emboutissage d'un poteau. L'expression saint poteau a néanmoins été déclinée à d'autres objets pour entraîner la mort pour de jeunes de quartier. Le saint lampadaire, par exemple, l'expression sous-entend que les
usagers de l'emoji rendent un culte à l'objet qui personnifie en saint, exprimant qu'il aurait rendu service à la société en tuant le jeune homme considéré comme étant une racaille ou un délinquant. C'est une folie. C'est une folie comment c'est des malades mentaux. C'est des dégénérés, je suis désolé. C'est vraiment des énormes dégénérés. Je veux dire, c'est quand même bien plus nécrosé à l'intérieur de leur tête qu'au fin fond de mon cerveau dégénéré de meuf trans qui se perd sur 4chan depuis qu'elle est petite. Hein. C'est bien pire dans leur tête, hein. Je suis désolé. Bon, pareil, hein, ça c'est du nationalisme pur, hein, ça avec le cochon, je trouve. Ah, symbole important. Symbole important qui va nous permettre de rajouter... J'en reviens pas qu'on en a toujours pas parlé de cela. Parce que là, on arrive à nouveau... là, on se rapproche à nouveau des cathos intégristes avec ça, quand même, mine de rien. C'est là qu'est la différence avec les néo-nazis. Vous voyez, il y a vraiment des subtilités. Je trouve les emojis, c'est vraiment les symboles les plus importants à étudier parce qu'ils jouent un rôle clé dans la pipeline de recrutement de l'extrême droite sur Internet. Tout à fait d'accord. Ce symbole est également utilisé comme emoji, l'emoji fleur de lys, censé représenter un dog whistle dans la conversation et description de profil sur les réseaux sociaux. La fleur de lys est un symbole héraldique. Tellement stylé comme mot héraldique, elle fait partie des symboles de tradition chrétienne et son usage est multiple et varié dans le drapeau, blason, écusson. Encore aujourd'hui, la fleur de lys est utilisée pour décorer les blasons administratifs, mais elle apparaît également dans les écussons de la police. Chez l'extrême droite, la fleur de lys a été largement banalisée par l'Action française, d'autres organisations royalistes, telles que la Restauration nationale, Nouvelle Action royaliste et l'Alliance royale. Cependant, chez certains groupuscules idéologiquement plus radicaux et violents, tels que le Picard Crew ou l'Action française, ainsi que d'autres groupes issus de leur scission, ce même symbole a été identifié en tatouage sur un militaire au sein des forces armées françaises, ce qui n'est pas du tout surprenant. Hop. Alors ça, du coup, c'est des royalistes, et donc j'aimerais bien les mettre quand même assez loin des néo-nazis. Donc en fait, ils vont aller côté plutôt genre nationaliste de ce côté-là, comme ça, et je vais mettre un royaliste là. Alors, ce symbole est également utilisé comme l'emoji, ça là, censé représenter un dog whistle dans certaines conversations et descriptions de profils des réseaux sociaux. Le signe OK ou geste OK et ou signe de l'anneau s'effectue en formant un cercle avec le pouce et l'index, en le tenant l'autre doigt. Enfin bref, vous savez, c'est le truc quand on fait comme ça là. En 2017, les utilisateurs du site 4chan se sont fixés comme objectif de convaincre les médias sociaux que le geste OK est un symbole de la suprématie blanche dans le cadre d'une campagne baptisée Opération OKKK. Waouh! 4chan, putain. L'association du geste avec la suprématie blanche découle de l'affirmation que les trois doigts ressemblent à un W et le cercle fait avec le pouce et l'index ressemble à la tête d'un P, représentant ensemble White Power. Waouh! Ce geste est largement utilisé par l'ensemble de l'extrême droite, dont les nationalistes, les identitaires, les néo-nazis, etc. Marine Le Pen et Komen Kalap, suprémacistes blancs membres du Sinir Aratus, ont été photographiés faisant ce geste. En 2021, Karim Bouchagour, un Niçois de 38 ans, a été photographié avec deux policiers, les trois avec le signe de la main connu au sein de l'extrême droite, à savoir pour le OKKK, qui fait également référence au Ku Klux Klan de toute évidence, organisation violente et raciste des États-Unis. Ouais, il va être dur à classer celui-là. Il va être dur à classer, il est partout du coup. Je me dis peut-être on peut commencer à réfléchir à si on positionne les trucs sur des axes. Genre si on devait faire deux axes d'extrême droite, ce serait quoi et quoi? Tu pourrais avoir un axe vertical et un axe ordonné comme ça, tu vois. Genre on pourrait avoir un axe autoritaire libertarien. Ah, institutionnaliste versus révolutionnaire, c'est pas bête, en vrai. En vrai, réformiste révolutionnaire, je pense que c'est... Parce qu'il y a une extrême droite révolutionnaire et il y a une extrême droite réformiste. Hein. Ah ouais, ça fait beaucoup de sens. Hein. Par rapport à ça, les nationalistes, c'est vraiment genre au milieu de tout ça, non? On est d'accord? Genre il y a autant de nationalistes qui sont réformistes que révolutionnaires. Il y a autant de... Ah, peut-être ils sont plus autoritaires que liptards, par contre, les nationalistes, c'est vrai. Donc peut-être que le nationalisme, il irait genre de ce côté-là. Bon, les écofascistes, eux, pour le coup, ils sont vraiment là. C'est des révolutionnaires autoritaires. Les néo-nazis, c'est des révolutionnaires autoritaires. Les royalistes, c'est des révolutionnaires autoritaires. Ah merde. Les néo-nazis, pour le coup, ça se rapproche plus de réformistes, non? T'as raison. Les royalistes sont fondamentalement plus révolutionnaires que les néo-nazis. Parce qu'ils ont déjà fait des coups d'état, tu vois. Bon, après, les néo-nazis aussi, mais... Genre, typiquement, les QAnon sont beaucoup plus des liptards réformistes. Non, ils ont quand même un côté un peu révolutionnaire. Ils ont quand même essayé de faire la prise du Capitole. Donc je les mettrais genre là. C'est pas mal révolutionnaire comme idée à la base. Ouais, au centre, ok, au centre. Le centre, ça me va. Les QAnon, c'est vraiment des liptards. Enfin, les militaires, c'est sûr qu'ils sont autoritaires et révolutionnaires, je pense aussi, hein, parce qu'ils sont pour la guerre civile. Donc je les mettrais là. Là où les hooligans, pour moi, c'est quand même plus des gens c'est plus des milices qui se contentent d'exister dans un système réformiste. Donc je les mettrais peut-être là quand même, je sais pas.
C'est les emojis, c'est les symboles que je mets le plus au centre parce que tout le monde les utilise en fait. Le cochon, c'est vraiment le truc central de tous les racistes. Il y a sûrement des erreurs. Il y a sûrement des raccourcis de pensée et tout là-dedans. C'est vraiment pas scientifique, c'est vraiment un truc de moi à moi-même. Et si vous, ça vous aide aussi, c'est tant mieux. Hein. Est-ce que ça vous va du coup pour que pour la suite, on regarde un truc super important, à savoir les croix? Ça, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le symbole le plus nationaliste révolutionnaire que je connaisse. La croix celtique ou croix de Nimbé est une croix dans laquelle s'inscrit un anneau. Elle est le symbole caractéristique du christianisme celtique. Néanmoins, dans le contexte où ce symbole est utilisé par l'extrême droite, il fait référence au suprémacisme blanc, à la race européenne et au néonazisme. L'origine de la croix celtique remonte à la mission grégorienne, entreprise missionnaire envoyée par le pape Grégoire le Grand en Grande-Bretagne à la fin du VIe siècle, dans le but de convertir les anglo-saxons au christianisme. Les chrétiens ont transformé la roue solaire, le symbole préhistorique utilisé depuis l'âge du bronze en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques, en la superposant à une croix chrétienne au-dessus de la roue solaire, indiquant ainsi des points visibles à l'extérieur du cercle. C'est super stylé en vrai. C'est vraiment un symbole de syncrétisme ultime. Avec le mouvement allemand Völkisch pendant la révolution, la République de Weimar, une obsession pour la culture celtique et viking est née, perdurant jusqu'à nos jours. Ce mouvement a pris de l'ampleur en Allemagne à travers la société de Thule, qui a influencé la philosophie nazie. La société de Thule a transformé la roue solaire, lui assignant un sens de mouvement, un symbole lui rappelant la svastika, utilisé plus tard par Adolf Hitler. C'est-à-dire que c'est un symbole qui prédate la svastika. À cause de la société Thule, le parti nazi NSDP s'est inspiré de l'âge d'or viking de l'histoire norvégienne pour créer ces signes et insignes militaires et partisans, beaucoup étant d'anciennes runes et totems populaires associés à la race aryenne entre guillemets, selon leur vision. Une version stylisée de la croix celtique a été reprise par le Parti populaire français en 1936, ainsi que sous le régime de Vichy et utilisée par le mouvement de jeunesse. Son utilisation après la Seconde Guerre mondiale remonte à 1949 lorsque la jeune nation l'a adoptée pour la première fois. Cependant, c'est à partir de 1964 que le mouvement Occident, fondé par Pierre Sidos, que la croix celtique prend une place significative dans le panthéon nationaliste français. Ce symbole a été largement adopté par un mouvement nationaliste français, notamment le GUD, Ordre Nouveau, et l'Œuvre Française. Ils ont assumé le leadership après la dissolution d'Occident, le 1er novembre 1968. La croix celtique est devenue un emblème distinctif de ces groupes, symbolisant à la fois l'attachement à une identité nationale particulière, à leur fusion avec des éléments païens. La croix celtique est un symbole unanime dans l'extrême droite, mais aussi chez les néo-nazis, car elle représente la suprématie blanche et la race aryenne depuis les groupuscules tels que le GUD, les jeunesses nationalistes, jusqu'aux hooligans skinheads des néo-nazis. Car ce symbole les renvoie toujours à leur origine idéologique contre-révolutionnaire, ultra-royalisme, l'intégrisme catholique, le nationalisme et l'antisémitisme. La croix celtique est utilisée des centaines de fois par an sous des formes de tags pour vandaliser et intimider les locaux de partis de gauche, ainsi que les associations de défense des minorités racisées et des personnes discriminées LGBT. Je n'avais jamais réalisé à quel point ce symbole était parfait en fait pour eux. Ça synthétise autant les chrétiens que les païens en fait. C'est-à-dire que c'est autant un symbole chrétien que païen. Donc c'est autant un symbole néo-nazi que royaliste, que tout en fait. C'est tout, ça représente tout. Donc je pense que c'est pas bête de le mettre tout en haut du révolutionnaire quoi, en plein centre. Hop, et moi ça je le mets tout là-haut. Alors là, moi je les confonds tous un peu ceux-là. La croix de fer. Ah putain, ça c'est la croix de fer, d'accord. Ça c'est l'insigne nazi de reconnaissance. C'est qu'on dirait vraiment le symbole des Templiers, mais non. Le symbole des Templiers, je crois que c'est ça. La croix pâtée est un des insignes des Templiers, arboré par l'ordre du Temple, ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen-Âge, dont les membres sont appelés les Templiers. L'affection identitaire aux Templiers de l'éloge des croisades catholiques au cœur de l'extrême droite sont bien connus. Oui, ça c'est pour le coup, c'est vraiment des chrétiens. Enfin, c'est vraiment un symbole très chrétien. Et pour moi, les chrétiens, ils sont plus réformistes. Donc on va les descendre par ici. Alors ils sont quand même plus révolutionnaires que la plupart des chrétiens, je dirais, ceux qui portent cette croix-là. La croix de Lorraine, croix d'Anjou, croix patriarcale. Quoi ? Elle s'appelle la croix patriarcale. Dite aussi croix archiépiscopale. Et le symbole de croix à deux traverses. Dans les blasons et iconographies anciennes, la croix patriarcale ou croix archiépiscopale signale la fonction d'archevêque, représentant initialement la vraie croix associée au pèlerinage et aux croisades en Terre Sainte. Elle figure dans la symbolique et divers seigneurs chrétiens. Elle est aussi arborée constamment par des membres du Rassemblement national et les Patriotes, partis politiques classés à l'extrême droite, qui sont pour moi vraiment des réformistes. Attention, ce symbole est également utilisé par des mouvements de gauche. Oui, faut faire attention à ça. Nationaliste, intégriste. Déjà, je peux rajouter intégriste. Ça me paraît bien. Moi, intégristes, ils sont genre là, et je les mets plus ici, les populistes. En vrai de vrai, non.
Parce qu'ils sont autant liptards que autoritaires. QAnon, c'est populiste aussi, ouais. C'est pour ça que populiste, je le décalerais vraiment plus côté réformiste. C'est vraiment le truc le plus caractéristique du réformisme d'extrême droite, non, le populisme. Le RN, c'est très réformiste de toute façon. Mais oui, c'est pour ça. Par contre, la croix de Lorraine, je la mets quand même là. Parce que je le mets, ce symbole-là. Parce qu'on n'a pas déjà assez de symboles de nazis. Littéralement, genre, tout ça, c'est des symboles néo-nazis. Genre, c'est l'idée de cette charte, c'est aussi de mettre des symboles qui sont pas faciles à retenir. Je pense qu'on a fait le tour des croix. J'ai bien envie d'aborder la question des drapeaux. Ça, c'est le symbole anti-antifasciste. C'est ça. Je suis un anti-antifasciste. Ah ouais, bah moi je suis une anti-antifasciste. Attendez, j'ai bien dit ça? Enfin, j'espère, hein. Le terme anti-antifa, ça on va pas le mettre, mais on va le lire parce que c'est rigolo. Le terme anti-antifa apparaît en Amérique et il s'inscrit dans une idéologie politique d'opposition frontale contre la gauche politique, voire l'extrême gauche et l'antifascisme en général. Au cours des années 1990 et 2000, il côtoie l'imagerie anti-sharp, un mouvement skinhead, antifasciste et antiraciste. Parce que oui, il y a des skinheads badass, c'est déjà arrivé. Fait du logo du sharp entouré par un cercle barré ou dans le viseur d'une arme à feu. Putain, leur imaginaire. Ah oui, c'est les Américains, c'est pour ça. Ces images sont reprises pour la symbolique antifa qui promeut souvent, de façon implicite ou explicite, la violence contre les militants de gauche. En tout cas, anti-antifasciste, c'est marrant. On va regarder celui que je voulais prendre. Le drapeau confédéré. Alors... ça, vraiment, les gens, c'est le logo esclave. C'est vraiment ça que ça veut dire. Si vous le voyez, c'est ces notions-là que représente le drapeau. C'est vraiment des races larges. Le drapeau confédéré fut le symbole des États du Sud esclavagistes lors de la guerre de sécession aux États-Unis. Le Ku Klux Klan, société secrète terroriste suprémaciste blanche. Oh, je l'ai dit vite et mon cerveau, il a eu un brain freeze. Société secrète terroriste suprémaciste blanche créée à la fin de cette guerre et existant toujours aujourd'hui, a repris cet emblème à son compte. C'est l'histoire du Ku Klux Klan, les gens, c'est fascinant. Genre vraiment, il y a des documentaires sur ça, je vous y encourage énormément parce que le Ku Klux Klan, c'est vraiment un phénix. C'est vraiment ce truc qui fait que mourir, revenir, mourir, revenir. C'est vraiment intéressant as fuck. Genre, c'est-à-dire que le Ku Klux Klan est revenu à l'époque de Reagan. En France, il est également repris sur certains mouvements identitaires d'extrême droite. Alors oui, par contre, les Français qui utilisent le drapeau confédéré, alors qu'ils se prétendent nationalistes, je suis vraiment en mode... Je veux dire... c'est comme les nationalistes qui ont pris le symbole du Punisher. Je suis en mode... Enfin, à part les super-héros, il y a quoi exactement de plus représentatif de la propagande américaine en France? C'est vraiment littéralement des influences étrangères. Allô. Bref, symbole de race-lard. Symbole de race-lard et symbole de colons aussi, hein, d'esclavagistes, de tout ça. Parce que c'est un truc de populiste, je dirais quand même plus à la base, ce symbole-là. Donc je dirais que si c'est un truc intermédiaire entre les QAnon et les néo-nazis, bah ça va là. D'ailleurs, est-ce qu'il manque pas les flics? Finalement. Parce qu'on a mis les militaires. On a mis les hooligans. Mais est-ce que entre militaires et hooligans, il n'y a pas flic? Genre là. Mais c'est pour ça que je mets flic, parce que je sais que Punisher, il va y avoir un gros bail avec la police. Donc je me dis qu'il faut qu'on mette flic. Et je pense que flic, c'est quand même moins révolutionnaire que R, mais c'est tout autant autoritaire. Pour moi, les plus gros révolutionnaires qu'on a dans le pays, je pense que c'est les militaires. Hein. Pour de vrai. Les flics sont pas révolutionnaires du tout, non? Ouais, non, c'est vrai, en fait. Est-ce que les flics sont pas moins révolutionnaires que les hooligans? Les flics, c'est même pas révolutionnaire du tout. Ouais, on est d'accord, en fait. Alliance est bien plus révolutionnaire. Ouais, Alliance est un peu plus révolutionnaire. Je les mets un peu plus en bas comme ça. Voilà, histoire qu'on puisse voir. Les crânes. Les crânes, hein, je pense, on peut le dire. Alors, le foulard tête de mort, celui-ci, il est quand même super important. Alors, c'est pas vraiment un logo, mais vous avez capté. Ce symbole semble trouver ses origines au Moyen-Âge, au temps des croisades. C'est vrai? Au Moyen-Âge? Le foulard de joueur de Call of, là? C'est vrai? Mais non. Oui, on est d'accord, c'est vraiment un symbole de Call of Duty mental, hein, pour moi, ça. Ce symbole trouve ses origines au Moyen-Âge, d'accord, au temps des croisades, sur les armures ou équipements militaires utilisés par certaines armées européennes. En effet, la tête de mort était un symbole populaire qui annonçait aux ennemis et aux populations de l'arme... Ah oui, mais à l'époque, ils avaient des trucs en métal bien stylés. C'était genre, ils avaient leur casque de chevalier, et quand ils mettaient leur truc dessus, ça faisait un crâne. C'est quand même autre chose. L'utilisation de la tête de mort ne se restreint pas aux forces militaires, au contraire, elle va se propager d'abord au sein de l'extrême droite, puis dans la police américaine. Le phénomène s'exporte en Europe vers 2010 et les premières photos de policiers françaises portant la tête de mort datent de 2014 à Nantes. Cependant, des dizaines de policières furent photographiées depuis, s'affichant avec un foulard tête de mort. Est-ce que c'est pas un peu leur kéfier aux fachos, finalement? Non, les flics, je les mets plus en révolutionnaire, quand même. Je suis désolé, ils attendent qu'une seule chose, c'est la guerre civile. Ils parlent que de ça. C'est trop des bandeurs de la guerre civile. C'est pour ça qu'en fait, à la base, je les ai mis au-dessus de hooligans. Genre, ils attendent que la guerre civile.
En fait, je le trouve un peu moche, ce logo mis dans le diagramme. Peut-être que je vais pas le mettre juste parce qu'il est pas beau. Et celui-ci résume vraiment bien. Enfin, c'est la même chose en fait. C'est littéralement la même chose avec plus d'inspiration néo-nazi, quoi. Genre, c'est entre néo-nazi et flic pour le coup, cette tête de mort là. Du coup, ça, les gens, si vous connaissez pas, c'est le symbole du Punisher. C'est un héros américain. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à la base, il était quand même plus ou moins écrit par des gauchistes, mais les gens, ils y ont. La fascination du fascisme, tout ça, hein, vous connaissez. Du coup, en fait, les gens, ils ont fini par bander le truc quand même. Parce qu'à la base, le Punisher, c'était quand même une critique du vigilantisme. Hein. Mais alors, je pense qu'il est parfait à cet endroit-là. Genre, vraiment, il rentre parfaitement entre néo-nazi et flic. Genre là, comme ça, c'est très très bien. Vous les mettrez où, vous, les rouges-bruns, là-dessus? C'est des révolutionnaires autoritaires? Oui, c'est un peu des révolutionnaires autoritaires, c'est vrai. Les rouges-bruns, c'est forcément des révolutionnaires autoritaires de baiser. Parce que c'est des gens qui sont issus de la tradition communiste révolutionnaire. Et tout ce qu'ils ont gardé de cette tradition-là, c'est les conséquences autoritaires type Staline. Donc en fait, ce qui les faisait bander depuis le début, c'était pas la révolution socialiste, quoi. C'était vraiment le côté dictature du prolétariat. Comme ça. C'est bien, là. Coq, allégorie de l'emblème de France. Ça, c'est vraiment un symbole de FAF. De France aux Français. Je pense qu'on pourrait presque plus le mettre. Je pense qu'en vrai, il peut avoir sa place, le coq. C'est près du populisme autoritaire, je dirais. C'est très France aux Français, quoi. Du coup, ça, c'était les animaux. Finalement, on a gardé que le coq. Alors, waouh. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Ah bah. Voilà, ça, quand même, on va le prendre. La flamme tricolore a été adoptée après la création du Front National en 1972. Alors, et son origine, elle est marrante parce qu'à la base, c'était un mouvement fasciste italien, ça. Eh oui. Mais fasciste d'origine fasciste, quoi. C'était des fascistes de Mussolini. De l'Italie fasciste de Benito Mussolini. Qui ne se posait. Et qui, justement, et moi, je pense que c'est un peu ça la faiblesse du Rassemblement National, c'est qu'ils sont un peu vraiment à cheval entre les liptards et les autoritaires. C'est-à-dire que tu sens que d'un côté, le Rassemblement National, il y a des gens qui sont en mode très faire du marché très libre, avec des très grandes richesses qui tentent de back-up le truc, genre des Bolloré, quoi. Et en même temps, t'as des gens très autoritaires. Donc pour moi, je dirais que c'est l'autre symbole le plus réformiste. Moi, le RN, j'ai tendance à les trouver un peu plus autoritaires que liptard. Djihad blanc. Oh, le tiers de malédiction de ce truc. Oh waouh. Oh. Ronron. Ah ouais, c'est bien ça. Il est bien, mais c'est trop compliqué. Moi, je suis perdu là. Mon cerveau... Enfin, non, je suis très satisfaite d'un point de vue autiste, mais j'ai envie d'un truc plus simple. Mais alors oui, la cocarde. Attendez, ça, aparté cocarde. La cocarde est un insigne militaire porté sous l'Ancien Régime pour identifier les différents corps d'appartenance. Arborer la cocarde tricolore témoigne d'un engagement politique. Elle passe alors du militaire au civil. La cocarde étudiante, c'est ça qui est important. C'est à partir de là que c'est important. La cocarde étudiante est une organisation étudiante d'extrême droite fondée en 2015. Aujourd'hui existe au moins 22 cocardes étudiantes. Une grande partie d'elles, pour des questions identitaires, utilisent le lion pour illustrer leur logo. Alors, du coup, moi, j'avais surtout beaucoup entendu parler de la cocarde étudiante. Je voulais vous parler de la cocarde étudiante. Je sais pas si je le rajoute au logo. Et ça, par contre, on peut vraiment potentiellement le mettre, non? Ça, je l'ai beaucoup vu aussi dans la Manif pour tous. Le Sacré-Cœur de Jésus est un symbole de culte chrétien, utilisé à partir du 11e siècle, dans les monastères bénédictins et cisterciens, jusqu'à nos jours. Il est utilisé pour la première fois pendant la guerre de Vendée, puis dans le 19e, s'associe au drapeau de France et devient un symbole du royalisme et du catholicisme. À partir des années 80, le drapeau tricolore frappé du Sacré-Cœur devient le symbole de la droite catholique nationaliste, intégriste et traditionnaliste radicale. Waouh, putain, et faut pas respirer pour le dire ça quand même. Hein. La droite catholique nationaliste, intégriste et traditionnaliste radicale. Aujourd'hui, le Sacré-Cœur est très connu grâce au parti politique d'extrême droite Civitas. Moi, c'est pour ça que je voulais le mettre. Issu de l'Institut Civitas, fondé en 1990, Civitas est un mouvement nationaliste, intégriste et pétainiste, connu par ses positions anti-avortement, homophobes et transphobes. C'est pas que la Manif pour tous, mais moi je l'associe principalement à la Manif pour tous, ce symbole-là. Pour moi, ça va là. Avec la Croix de Lorraine, en fait. C'est des intégristes qui sont un peu plus réformistes, parce que très proches des associations qui tentent de faire des pressions, du lobbyisme, de travailler directement les différentes lois et ce genre de trucs. Ça, je connais pas du tout. Je connais pas du tout leur truc de nombre là, ces gens-là. Le 88 est très connu, c'est vrai. C'est un signe de reconnaissance néo-nazi, étant le code correspondant à l'abréviation HH. Le H est la 8e lettre de l'alphabet latin, signifiant Hail. Je vais pas le dire.
Le S correspondant quant à lui à la 8e lettre de l'alphabet. Bref, genre vous captez que c'est quand même un symbole très précis. Très rapidement, les différents gestes, on regarde vite fait. Index pointé vers le ciel. Le geste du doigt pointé vers le ciel fait partie de la religion musulmane et symbolise l'unicité avec Dieu. Il est inoffensif dans son contexte d'origine. Néanmoins, après les interventions d'Oussama Ben Laden, durant les années 90, l'index pointé vers le ciel, adopté pour renforcer l'image d'une Al-Qaïda unie, est devenu un symbole de ralliement aux idéologies islamistes radicales. Ce geste ensuite a été repris par Daesh à partir de 2014. Waouh, putain, c'est super vénère, je savais pas. Alors, Némésis est une déesse de la mythologie grecque. Son nom est porté par le collectif pseudo-féministe d'extrême droite créé à Paris en 2019 suite à la proposition de Marlène Schiappa d'expulser... Putain, mais c'est vrai que c'est Marlène Schiappa qui avait dit ça, quoi. Vraiment la Macronie toujours en avance par rapport à ces trucs-là, quoi. Bref, suite à la proposition de Marlène Schiappa d'expulser des agresseurs sexuels de la société étrangère, le collectif fémonationaliste se fait remarquer pour ses actions et son discours xénophobe, raciste, anti-islam, anti-immigration et opposé à la transidentité, reçu favorablement à l'extrême droite. Elle est désavouée et très critiquée par plusieurs collectifs féministes de par leur idéologie et pour son instrumentalisation des thèmes féministes à des fins réactionnaires. Les féministes identitaires ou fémonationalistes de Némésis existent à travers des actions entristes, radicales, dans l'espace public. Je pense qu'on va les mettre. Alors, un monde où je rajoute Némésis quand même. Non, je vais pas mettre leur logo, il est trop compliqué. Mais je vais mettre le fémonationalisme. Plus là, le fémonationalisme. Avec l'homonationalisme. Ils veulent se faire passer pour des réformistes. Ouais, en fait, c'est pour ça que je les mets là. C'est pas autant des réformistes que Famille de France. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elles sont quand même dans l'action directe. En fait, c'est plus leur rapport à l'action directe qui me fait les faire remonter du côté un peu plus révolutionnaire que la frange. Et d'ailleurs, je les mets les homonationalistes avec dans le même... Ah, les LGB d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on peut mettre les LGB aussi. Parce qu'au final, les LGB, c'est un peu pareil que les fémonationalistes en fait. Les LGB sont très souvent libertariens, c'est vrai. Après, elles sont plus totalitaires. Les féminines, mais après de base elles sont plus totalitaires parce qu'elles sont pour l'expulsion de gens, tu vois. Genre en vrai les libtards ils ont pas tant de problèmes que ça avec l'immigration. C'est pas tant leur cheval de bataille ultime si tu veux. Tu me dis qu'ils sont libertariens les LGB? C'est pas impossible. C'est peut-être plus des crypto-bros hein. Full libtard réformiste, bah c'est un peu, oui moi c'est un peu ma take. On est d'accord, ça se tient comme ça là, ça c'est pas mal. Ah, Pépé de Frog. Pépé de Frog on va la rajouter. Pour reprendre la main sur leur même, les 4chaners adeptes du LULZ, LOL chez l'extrême droite, fabriquent des pépés moustachus à croix gammée. Wow. En juin 2015, le premier pépé associé à Donald Trump, publié sur 4chan. Parce que c'est très Trump, quoi, Pépé the Frog. Celle-ci, je pourrais la mettre un peu plus haut presque. Parce que c'est vraiment le symbole des révolutionnaires d'extrême droite. Tu marquais suprémaciste sous la croix, c'est vrai. C'est que c'est un très bon détail à rajouter, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est le symbole des suprémacistes, quoi. D'ailleurs, suprémaciste, en fait, avec les événements récents et avec la montée de la dédiabolisation et tout, il va là, non? Ah, il y a un problème de haine à nationaliste, ok. Désolé. Pro-Poutine, ce serait des totalitaires réformistes. Putain, c'est vrai que la croix celtique et le soleil noir, on peut les envoyer à fond sur totalitaire et révolutionnaire. Ah ouais, à ce point-là? Donc, ok, oui, effectivement, la Russie, oui, très bon exemple de système purement totalitaire et purement réformiste. Et alors oui, du coup, moi, je vous proposais, peut-être, potentiellement, je me disais, tout en haut, du coup, à gauche, parce qu'il nous manque quand même un peu le tiers ultime libtard révolutionnaire. Je pense que le libtard révolutionnaire ultime, c'est le edgelord, non? Elon Musk, il a l'esthétique du révolutionnaire, mais en vérité, c'est beaucoup plus un réformiste. Genre moi j'aurais tendance à faire descendre les complotistes genre là comme ça. Parce qu'ils sont quand même pas du tout totalitaires les complotistes. Au contraire, ils ont très peur de ça. Donc pour moi ils sont plus dans la frange liptarde. C'est bien davantage des révolutionnaires que des réformistes. Mais en même temps c'est pas autant que des edgelords. Il y a les antivax. Ah ouais on peut mettre les antivax. Ouais les antivax pour moi ils sont entre edgelords et complotistes non? Les Philippot ouais typiquement. Philippot je le mettrais là moi je le mettrais antivax. Mais c'est vrai que t'as raison. Mais par contre, je pense que t'as raison sur le fait que je pense que le soleil noir est beaucoup plus utilisé par des révolutionnaires nationalistes que par des QAnon, alors que le truc viking, les runes vikings sont plus, c'est plus confus. Mais en fait, les trois symboles là sont vraiment équivalents complètement. J'ai l'impression. J'ai enlevé le triskel pour que ça passe mieux. Je pense que c'est bien comme ça. Mais après, les antivax sont les amis trop révolutionnaires, non? Les antivax en vrai, ils veulent changer la loi. Genre les antivax ils sont presque plus dans ce tir-là, je veux dire. Philippot par exemple, si je voulais représenter, admettons que j'enlève antivax et complotiste, tu vois.
comment je représente l'UPR et Philippot. Pour moi, ils iraient là, tu vois, ils iraient dans ce tiers-là, mais je sais pas quel nom leur donner en fait. Parce que on pourrait presque, peut-être qu'on pourrait les résumer en les, comment ça s'appelle, les Frexit. Dans Liptard Réformis. Frexit, je pense que c'est bien. Genre, ça représente bien ce camp-là. Ah non, un pixel tout, tu vas pas me dire, moi je le verrais plus autoritaire à la place de totalitaire. On a changé autoritaire pour mettre totalitaire à la base. C'est toujours intéressant de faire, de s'informer sur l'extrême droite et d'apprendre à connaître ces gens-là, les gens. C'est vraiment fondamental en fait, hein, dans notre lutte, dans notre survie aussi. Et je suis désolé, mais quand on a encore une fois la première puissance occidentale qui vire fasciste demain, pour moi c'est important de pouvoir comprendre c'est quoi les différentes extrêmes droites. Parce que ils sont trop nombreux en fait là, maintenant ça y est, on peut plus faire semblant, on peut plus juste faire un gros bloc. Pour ça, genre, et en plus moi je trouve ça intéressant de faire un diagramme avec 2 axes comme ça, parce que l'idée c'est aussi de regarder sur quoi est-ce qu'ils sont divisés. Essayer de comprendre sur quoi est-ce que on peut les attaquer quoi. Bon bah en tout cas tout le monde, merci beaucoup d'être resté. Je suis hyper agréablement surprise de voir qu'on est encore super nombreuses et nombreux. Donc c'est que ça vous a intéressé quoi. Franchement, merci beaucoup pour toutes vos interventions, toutes vos précisions, pour tous les débats qu'on a pu avoir aussi. Encore une fois, je prétends pas être une politologue, je prétends pas être la meuf la plus basée de la terre sur l'extrême droite et tout, mais j'essaye d'avancer avec vous. C'est ma façon à moi de faire de l'éducation populaire. C'est d'être à peu près aussi stupide que les gens qui m'écoutent, c'est d'essayer d'avancer tous ensemble. Kiss, merci d'être resté. À plus tout le monde.